Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à la tribune Connect Live en partenariat avec le Réveil Digital d'Engie. Nous avons le plaisir de vous retrouver en direct ce matin sur la tribune.fr. Alors, on le sait, l'épidémie de Covid-19 a favorisé l'émergence de nouveaux services numériques pour pallier les risques et les restrictions dues au confinement. Est-ce que cette crise a bouleversé le cours digital des choses ou l'a simplement accéléré? Et au fond, qu'en restera-t-il après? Nous vous proposons d'en débattre avec nos 5 intervenants. Voici Gwenaëlle Costa-Levaillant, bonjour. Vous êtes directrice données numériques et Smart Région à la région Île-de-France. Jérémy Lefrère, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de projet Smart City chez Cyradel. Yann Marvin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur digital opérationnel chez Engie Solutions. Youssef Tahani, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des infrastructures informatiques du groupe Engie. Enfin, nous avons le plaisir, l'honneur et l'avantage, selon la formule surannée, d'accueillir l'écrivain, membre de l'Académie française, ambassadeur de l'Institut Pasteur, Éric Orsena. Bonjour. Bonjour. Vous conclurez en beauté nos échanges. Alors, je vous rappelle qu'à tout moment, vous pouvez poser des questions à nos invités par le biais des commentaires. N'hésitez pas, profitez de la présence de nos experts. Nous avons découpé les interventions en deux parties. Dans la première, on va s'intéresser aux services digitaux mis à disposition des habitants des territoires. Puis, dans un second temps, nous nous focaliserons sur les solutions dédiées aux entreprises et aux décideurs. Alors, certaines collectivités territoriales ont su réagir pour conserver le lien avec leurs administrés confinés. C'est le cas de la région Île-de-France, qui a pour ambition de devenir la Smart Région de référence en Europe, une volonté qui s'appuie sur la Smart Platform IDF mise au point avec l'aide de Cyradel, la filiale d'Engie spécialisée dans le Smart City Planning. On commence avec vous, Gwenaëlle Costa-Levaillant. La pandémie nous a touchés, la région a eu très peu de temps pour réagir. Racontez-nous. Tout à fait. Donc, comme tous, nous n'avions pas prévu cette crise et il a fallu réagir vraiment dans un temps très court. En l'occurrence, les événements en fait ont débuté et très rapidement, on s'est aperçu qu'il était vraiment très important de soutenir les Franciliens, les professionnels de santé, les acteurs économiques, mais aussi l'ensemble des collectivités territoriales d'Île-de-France. Et en l'espace de 4 jours ouvrés, on a ouvert un premier service numérique avec l'aide de tout un ensemble de partenaires, pôles de compétitivité, clusters, système en fait de représentation des capacités technologiques franciliennes. L'idée, c'était vraiment de mutualiser tous les efforts et de mettre à un seul endroit tout un ensemble de solutions pour aider tous les franciliens à traverser cet épisode sans précédent. 4 jours ouvrés, c'était vraiment très court. On ne l'a pas fait. On n'est pas reparti de rien, hein, vraiment. Déjà, je tenais à le dire, c'est le résultat de 18 mois de travail avec l'ensemble des équipes du groupement dont fait partie Cyradel, mais aussi Wavestone qui accompagne la région Île-de-France autour de Île-de-France Smart Service, donc la plateforme qui nous a permis de développer ces solutions. Et c'est aussi un travail conjoint parce qu'encore une fois, tous les pôles de compétitivité, tous les partenaires en fait ont tout de suite envoyé des solutions, ont fait remonter toutes les opportunités franciliennes et vraiment en fait mon sentiment c'est que si on a pu arriver à développer ça en 4 jours et par la suite pour un deuxième service autour du Covid qu'on va réaborder juste après, c'est parce qu'on avait un acquis qui était tout un ensemble de briques au sein de la plateforme et surtout tout un système de partenaires qui avaient envie de se mobiliser très vite pour trouver des solutions pratiques pour tout le monde. Alors justement, on va évoquer ensemble les deux solutions que vous avez mises en place en vous basant sur cette plateforme. Quelles sont-elles et quel était l'objectif initial ? Alors, la première solution, c'est industrie Covid-19. L'idée, c'est solution Covid-19, c'est vraiment en fait de répertorier toutes les solutions numériques, pratiques pour aider les franciliens, les professionnels de santé, les entreprises et les artisans et les commerçants pour faire face à cette période en fait sans précédent. Le numérique a vraiment un atout, hein, on le voit dans cette crise, pour pouvoir recréer du lien alors qu'en fait on est séparés de fait et pouvoir faire perdurer les activités, faire perdurer les liens. Mais il a fallu en fait une transformation très rapide et la plupart en fait des organisations ne connaissaient pas toutes ces solutions qui pouvaient les aider. Donc ce premier service permettait de répertorier toutes ces solutions qui pouvaient aider en fait tout un ensemble en fait d'organisations et les franciliens.
Ça, c'était le premier service solution Covid-19. Le deuxième service, c'est la centrale d'achat industrie Covid-19. À quoi ça sert? Tout simplement à répertorier toutes les industries qui, soit dès à présent, soit avec une adaptation, peuvent fournir tout un ensemble de produits, masques, gels, blouses, etc., pour des collectivités territoriales, des organismes publics, mais aussi des TPE, des PME, des entreprises qui ont besoin d'acheter ces produits pour pouvoir poursuivre leur activité. Donc, un service de facilitation, d'intermédiation, une plateforme en fait de centralisation d'achat qui fonctionne comme un système étendu, un peu comme le premier service. C'est accessible aux industriels, c'est accessible aux acheteurs et directement les fournisseurs peuvent interagir par le biais de la plateforme pour répondre aux besoins. Donc à chaque fois, les grands identifiants de ces deux services, c'est de mettre en relation les personnes, de faciliter le lien dans un moment où on en a vraiment besoin, de rendre un service concret et pratique. Et effectivement, en très peu de jours, le deuxième service, c'est 5-6 jours ouvrés. Je dois avouer que tous ensemble, on a moins dormi pendant une période, mais ça a été possible parce qu'il y avait en fait un existant, et cet existant, c'était l'ensemble du travail de 18 mois de travail autour de Île-de-France Smart Service. Oui, on y reviendra tout à l'heure avec Monsieur Lefrère, pardon. Quelle a été la réception de ces solutions? Est-ce que c'est un outil qui a été utilisé tout de suite, qui a été Ouais. Alors, ça a été utilisé tout de suite, mais ça vient encore une fois du fait qu'il a été porté et soutenu par tout un ensemble de partenaires, donc facilement diffusé, il a trouvé tout de suite son public, que ce soit en fait les professionnels de santé, les industriels, les collectivités territoriales. Vraiment, les connexions ont été très rapides et nombreuses. On a vraiment vu que ça répondait à un besoin, et actuellement, en fait, on est plutôt en train de voir comment étendre en fait les capacités de ces petits outils qui encore maintenant sont parfaitement opérants et permettre, par exemple, pour la centrale d'achat, de mettre en lien pour réaliser des achats de plusieurs dizaines de millions de masques ou d'autres produits. Alors, vous essayez aussi de prouver finalement par ricochet que ça a du sens d'investir dans le numérique, parce que vous l'avez souligné, pour qu'on puisse réagir en 4 ou 6 jours, il faut un investissement de 18 mois en amont. Ça veut dire que tous ceux qui ont une vision un peu court-termiste ou qui disent bah non, c'est trop cher, on verra plus tard, là, c'est une preuve éclatante que le numérique, quand c'est pris en amont, peut répondre à des solutions qui n'avaient pas été envisagées au départ et peut permettre une réactivité qu'on n'aurait pas connue avant avec d'autres outils. C'est tout à fait ça. Île-de-France Smart Service, c'est le résultat d'une stratégie qui vise à faire de la région Île-de-France vraiment la première smart région d'Europe. Nous avons tout un ensemble d'atouts, des capacités, des compétences, un pouvoir et une organisation académique et de recherche de très haut niveau sur le numérique, des levées de fonds. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment que le numérique soit au service des gens, au service des Franciliens, au service des collectivités territoriales. Cette stratégie régionale, en fait, a été votée en 2018 et fait depuis l'objet d'investissements parce que c'est une priorité stratégique. Et très clairement, on peut répondre en fait en quelques jours si on considère qu'il faut toujours préparer l'avenir, voir un coup d'avance. Et du coup, cet investissement dans Île-de-France Smart Service est fait de manière constante depuis 18 mois, et ça prouve bien que à l'instant T où on en a besoin, là on peut mobiliser des atouts, et on peut aussi mobiliser une communauté, encore une fois, de partenaires, de presque 100 partenaires publics et privés qui viennent spontanément pour co-construire les services numériques pour les Franciliens, les acteurs économiques et les territoires. Je pense que véritablement, répondre à une crise, ça se fait en avance, et donc plus on prévoit en avance et plus on investit en fait dans les capacités de réponse, et notamment le numérique, plus on a de capacité à accompagner tout le monde et à répondre aux besoins concrets des citoyens. En plus, pour ne rien gâcher, ça vous permet d'être positionné à l'international. On voit que vous êtes réactif, on voit que vous maximisez l'utilisation des outils numériques et vous facilitez les relations publiques-privées.
ça ne mange pas de pain, comme on dit familièrement. On va vous mettre sur la carte. Enfin, je vais pas, je vais être tout à fait honnête, hein. La France est un des pays en fait d'excellence de la ville durable et numérique, et avoir des preuves à l'international, c'est aussi une priorité en fait de la stratégie Smart Région. Cette vitrine en fait de services aux Franciliens, c'est aussi pour montrer que nous avons des capacités et que on peut faire référence en Europe et partout dans le monde. Donc oui, il y a plusieurs objectifs qui sont poursuivis, et ça ne fait que renforcer ma conviction profonde que c'est un investissement pérenne qui a vocation à grandir et qui sert le bien commun, mais aussi en fait une envie de tous les partenaires publics et privés de démontrer qu'on peut apporter des services concrets ensemble. Et ça, c'est un vrai point. C'est pas nous tout seuls, c'est ensemble. Je pense qu'on ne peut pas répondre à une crise de ce type, et même plus généralement aux grands défis en fait du 21e siècle de durabilité, en fait d'implication globale, en étant juste dans son coin. On doit créer une communauté la plus vaste possible, publique, privée, citoyenne, pour offrir vraiment la capacité à tous d'interagir et de trouver sa place. Cette crise est pour moi une opportunité, comme la plupart des crises, de montrer à quel point c'est le collectif en fait qui est un soutien à l'individu dans un territoire, dans nos territoires notamment. Merci beaucoup, Gonoël Costa-Levaillant. Je me tourne vers Jérémy Lefrère. Je rappelle que vous êtes directeur des projets Smart City au sein de Cyralel. Alors, la région a pu, entre autres, s'appuyer sur des solutions techniques que vous avez développées. Oui, tout à fait. En effet, ce projet, comme l'a souligné Gonoël Costa-Levaillant, est un projet qui a été initié il y a 18 mois. Si on a pu répondre avec autant de vélocité pour pouvoir produire ces deux services, c'est aussi qu'on a pu s'appuyer sur des fondations qui ont été notamment posées en 2019. L'objectif de cette plateforme, on l'a vu, c'est de proposer un grand nombre d'outils pour pouvoir créer les services que souhaite porter aujourd'hui la région, mais également donner ces outils, mettre ces outils à disposition pour que les partenaires de cette plateforme ou les citoyens puissent créer les services de demain. On va retrouver dans les outils disponibles un grand nombre d'éléments, notamment bien évidemment le jumeau numérique de la région Île-de-France, qui est une modélisation 3D de l'ensemble du territoire, et un grand nombre d'outils qui permettent ensuite, sur lesquels on peut aller piocher pour pouvoir créer ces services, comme ça a été le cas avec les deux solutions Covid. Alors, on va y revenir, mais j'aimerais qu'on approfondisse la notion de jumeaux numériques. On en entend souvent parler, c'est quelque chose qui revient très régulièrement. Et concrètement, très concrètement, c'est quoi? Ça permet quoi? Alors, ça permet de faire énormément de choses différentes. Donc, Cyralel aujourd'hui porte ce jumeau numérique. C'est son savoir-faire. L'objectif de ce type de jumeau numérique, ça permet à la fois, basé sur une modélisation 3D, de pouvoir mettre en place, de visualiser des données relatives à des bâtiments, à des infrastructures, de pouvoir modéliser des indicateurs qui nous permettent, par exemple, de mesurer la performance d'un éclairage public, l'exposition aux ondes des différents bâtiments, etc. On va également pouvoir visualiser, grâce à ce jumeau numérique, des différents scénarios de transformation urbaine. Typiquement, on va pouvoir, notamment dans une logique de grand chantier, pouvoir visualiser différentes étapes de ce chantier, mesurer quels vont être les impacts sur la circulation, sur la pollution, et également quelle solution ça va apporter, cette transformation urbaine. Ça, c'est un premier exemple. On va retrouver également l'exemple lorsqu'on installe un réseau de chauffage à l'échelle d'une ville, réseau de chaud ou réseau de froid, quel va être son impact environnemental en termes d'émissions de CO2. Donc, on est vraiment dans la planification et la coordination de la transformation urbaine par le biais de ce type d'outils que sont la modélisation 3D. Il faut être particulièrement précis. C'est à bon escient que vous employez le terme de jumeaux, parce qu'il faut que ça corresponde réellement, sinon que les algorithmes soient très précis, sinon ça n'a pas de valeur projective. Oui, tout à fait. Alors, c'est une réplication virtuelle, c'est une réplique virtuelle du territoire dans lequel on va pouvoir… L'objectif de ces outils, ce n'est pas uniquement d'en faire quelque chose de joli, mais c'est de pouvoir en déduire des enseignements. L'objectif aussi pour les élus, pour les entreprises qui font appel à ce type d'outils,
c'est de pouvoir travailler collégialement sur ce type d'outils et de pouvoir prendre les bonnes décisions basées sur des faits et en analysant différents scénarios pour pouvoir adapter au mieux les scénarios de transformation urbaine. À la limite, on peut jouer les apprentis sorciers et pousser des paramètres pour voir où ça peut aller. Exactement. C'est exactement cette logique avec différents scénarios dans lesquels on va pouvoir voir tel effet du scénario 1, tel effet du scénario 2 sur différents paramètres qu'on a évoqués juste avant. Donc, un outil d'aide à la décision. Exactement. Et d'aide à la décision et à la planification de grands projets qui peuvent s'étaler sur de nombreuses années, comme ça peut être le cas sur un certain nombre de projets, par exemple sur la région Île-de-France. Revenons à présent aux plateformes qu'on évoquait tout à l'heure avec Madame Costa-Levaillant. Ce sont des solutions qui sont versatiles, ce sont des briques qui ne sont pas forcément dédiées au départ à une plateforme d'échange, une centrale d'achat. Elles sont suffisamment versatiles pour que vous puissiez les orienter rapidement vers tel ou tel besoin en fonction de ce que demande dans l'immédiateté l'action. Oui, la notion de généricité et d'interopérabilité de ces outils est extrêmement fondamentale. Quand les gens vont créer aujourd'hui des services, ils vont pas forcément piocher l'ensemble des briques qui sont disponibles et qui sont à leur disposition. Ils vont venir piocher les éléments dont ils ont besoin. Si on se passe dans la logique des partenaires, des citoyens, ils vont pouvoir décider, voilà, j'ai besoin de tel élément pour pouvoir constituer un service et apporter des solutions à des entreprises, à des associations, à des citoyens, etc. Donc, on est vraiment dans cette logique-là. Si on reprend la logique du Covid et des deux services Covid, on n'a pas utilisé nécessairement le principe de double numérique. Par contre, on a utilisé un certain nombre de briques qui étaient disponibles et on a su les adapter. C'est ce qui a permis d'être très réactif en 3-4 jours, comme l'a mentionné Gwenaëlle Costa-Levaillant, pour apporter une solution tout à fait concrète. L'objectif de cette plateforme, on l'a vu, et là on le prend beaucoup par le prisme d'une situation de crise, c'est de pouvoir réagir très rapidement à un sujet d'actualité, un point ponctuel. Mais le but également de cette plateforme, c'est d'apporter des solutions au quotidien des Franciliens. C'est le cas avec un certain nombre de services qui ont été rendus disponibles dans cette plateforme et qui vient clairement accélérer en 2020 par le biais de la région, mais également par le biais de ses partenaires. Donnez-nous un exemple concret de la plateforme d'échange centrale d'achat. Quand on a échangé ensemble, vous disiez un de nos objectifs, c'est que les industriels puissent modifier leurs outils de production pour produire, par exemple, des masques ou des gels hydroalcooliques, ce qu'ils ne faisaient pas avant. Alors, en effet, on savait que nos capacités de production en termes de matériel sanitaire étaient fatalement limitées. L'objectif, très vite, on a eu des initiatives qui ont voulu se créer, mais ils avaient besoin d'être orchestrées. Pour pouvoir produire, on sait qu'on a un certain nombre d'industriels qui sont tout à fait capables d'adapter leur production pour produire du gel hydroalcoolique et apporter des solutions très rapidement. Ils avaient besoin d'être suivis et d'avoir des acheteurs en face. C'est tout à fait l'objectif de cette centrale d'achat. On a forcément, comme l'a dit Gwenaëlle tout à l'heure, ça a généré très vite une grande activité. Les gens avaient besoin de cette plateforme pour venir apporter des solutions. Et en face, clairement, les acheteurs se sont manifestés en masse. On parle aujourd'hui de 5500 collectivités et entreprises qui ont fait appel à cette centrale d'achat pour venir s'équiper tout simplement parce que les besoins aujourd'hui sont patents. On en parle énormément dans les journaux et clairement, cette plateforme a rendu un service très fort par le biais du service industrie Covid dans cette situation de crise. Justement, vous parlez des partenaires. Comment est-ce qu'ils s'engagent? Comment ils viennent contribuer? Comment on les incite à participer? Alors, on a essayé assez vite de présenter le projet pour que les gens puissent comprendre un peu quelle était l'ambition. L'ambition, Gwenaëlle l'a très bien décrit tout à l'heure. Clairement, l'objectif, c'est pas de travailler seul dans son coin et uniquement d'avoir ses idées à l'échelle de la région uniquement, et que la région porte. Le but, c'est d'initier ce projet, d'engager les entreprises et les associations et les collectivités dans ce projet commun. C'est un projet commun, c'est un projet de co-construction, comme ça a été évoqué tout à l'heure. Donc, les moyens de contribution aujourd'hui, ils sont innombrables. Les gens peuvent apporter des données pour venir enrichir la base de données qui est déjà extrêmement conséquente aujourd'hui. Parce qu'on parle de la plus grande base de données en France et bientôt en Europe. C'est clairement l'ambition. Ils peuvent venir contribuer en apportant des services. Et quand on dit apporter des services, c'est pas forcément apporter un service seul, c'est apporter des services en se réunissant, collectivités, entreprises, citoyens, pour définir ce que seront les services de demain. C'est pas forcément porter seul ce projet, c'est le porter à plusieurs. Et c'est clairement, on organise des éléments de partenariat et on a de plus en plus de partenaires qui nous rejoignent aujourd'hui
parce que je pense qu'ils sont convaincus de cette initiative, et à la fois cette dimension de casser les lignes et de pouvoir interagir ensemble pour créer ces services, c'est forcément nouveau, c'est un changement de paradigme, et également c'est extrêmement motivant. Et si on veut inclure dans l'équation, comme le disait tout à l'heure Madame Costa-Levaillant, les citoyens, est-ce qu'il n'y a pas une réticence du citoyen à se dire si je vais sur ce type de plateforme, je vais devoir mettre à disposition mes données personnelles? Gwenaëlle, vous souhaitiez intervenir? Alors, l'idée, c'est véritablement justement de garantir un système où ces données sont sécurisées, accompagnées par une collectivité territoriale qu'est la région. Je suis profondément convaincue que l'échelon régional est un échelon en fait de souveraineté et d'éthique autour de la donnée, et qu'il y a un sens en fait tant pour les citoyens que d'ailleurs les collectivités territoriales, mais aussi les entreprises, à faire une démarche territorialisée dans ce cadre en fait d'éthique de données, avec nos valeurs, avec notre envie en fait d'être dans un cadre français et européen autour de ces sujets. Ensuite, la place du citoyen, vous l'évoquiez, elle est vraiment très importante. Nous travaillons, Jérémy n'a pas cité, mais nous travaillons sur d'autres services. Il existe déjà des services autour du potentiel solaire, des nouvelles capacités de travail à proximité de son domicile, et ça aura beaucoup d'importance dans les prochaines semaines, mais aussi un futur service qui s'appelle Smart Factory et qui vise à pouvoir permettre à chacun de pouvoir créer son service numérique. Ce sera accessible en fait aux citoyens qui pourront donc un peu comme une marque de jouets bien connue, clipser des petites briques les unes avec les autres de manière à préparer, à co-construire leur service numérique et à le proposer à leurs voisins, à leur commune, à leur association en partenariat. Notre idée de base, c'est que cette infrastructure qui est la plateforme, elle doit être le porte-avions, le soutien de l'initiative de tous, et notamment et surtout des citoyens. Vraiment, il y a quelque chose qui anime toute la communauté des partenaires et la région, c'est que ce n'est pas aux citoyens de s'adapter à nous, c'est à nous de nous adapter à eux. Nous devons offrir en fait des capacités globales, publiques, privées, qui permettent d'offrir une palette de services où un citoyen n'a qu'une seule porte d'ouverture, peut accéder en fait à un ensemble de capacités sans qu'à chaque fois ils doivent repasser par les canaux différents de sa vie, citoyen, salarié, consommateur. Donc, du coup, ça permet vraiment avec le numérique d'offrir cette porte d'entrée, et le citoyen a toute sa place, et très prochainement, il pourra, par le biais de Smart Factory, proposer ses propres services. Et ça, c'est aussi en fait une innovation, car à ma connaissance, ça n'existe pas, que ce soit en France, en Europe ou même à l'international. Merci Gwenaëlle. Jérémy Lefrère. On a donc à disposition ces briques. On va se projeter un peu sur le futur. C'est toujours un peu difficile puisqu'elles sont, vous l'avez dit, par essence neutres. Et ensuite, c'est en fonction du besoin qui va être créé, qu'on va les adapter. Si on fait un peu de prospective, comme elles sont robustes, qu'est-ce qu'elles nous permettraient de faire d'autre? Alors, avant de vous évoquer tous les services qu'on peut créer, je voudrais quand même évoquer un des services qui est déjà disponible, qui va servir tout de suite en situation de déconfinement, parce qu'on est quand même dans une situation qui approche un peu dans ce domaine. Le service Smart Work qui a été rendu disponible fin 2019 est un service qui permet de trouver des lieux de télétravail pour pouvoir, notamment lorsqu'on ne se rend pas quand on est en situation de déplacement ou quand on ne se rend pas nécessairement sur son lieu de travail, avoir un espace pour pouvoir travailler avec un certain nombre d'infrastructures. Ça peut être dans des Fab Labs, dans un lieu avec nature, etc. Et ce service aujourd'hui, qui a été notamment très fortement utilisé dans le contexte de grève, qui était encore une actualité importante en fin d'année dernière notamment, sera clairement un service intéressant dès la suite de cette crise, ou en tout cas en situation de déconfinement. Pour revenir sur votre question, le nombre de services aujourd'hui qui sont attendus, on parle aujourd'hui de plusieurs dizaines pour cette année 2020. On est vraiment dans l'accélération de la création de ces services en utilisant les briques. Il y a
je ne vais pas pouvoir vous donner tous les services, parce que je ne veux pas non plus prendre la prérogative de la région dans ces annonces, mais on sait qu'il y a un grand nombre de services qui vont venir jalonner, par exemple, sur les thématiques de l'environnement, dans le fait de faciliter l'entreprendre et de l'attractivité économique de la région. Sans citer nécessairement son nom, il y a un service qui va permettre notamment aux entreprises qui souhaitent s'implanter en région Île-de-France de pouvoir identifier quel est le bon territoire par rapport à ses besoins, en fonction notamment de sa proximité sa proximité des écoles, proximité des réseaux de transport, le fait que ce soit plus ou moins fibré, etc., etc. Donc, en fonction de vos besoins en tant qu'entreprise, vous pourrez du coup identifier les lieux dans la région qui correspondent à vos besoins, urbanisés ou pas. Parce qu'encore une fois, la région Île-de-France, l'objectif de cette plateforme, c'est d'apporter des solutions à l'ensemble des territoires, que l'on soit sur des territoires urbains ou ruraux. Merci Jérémy Lefrère. On continue à se focaliser sur ce que l'outil digital apporte aux professionnels. Alors, pour assurer la continuité de service et la protection des équipes d'intervention et de maintenance, la division NJ Solutions a mis au point l'outil digital Preditivision. Alors, Yann Marvin, je rappelle, vous êtes directeur du digital opérationnel chez NJ Solutions. Que permet Preditivision? À quoi ça sert concrètement? Alors, peut-être pour remettre un peu de contexte à NJ Solutions, qui est encore une marque assez neuve. Donc, aujourd'hui, nous, on représente la branche B2B du groupe NJ en France. On accompagne les villes, les industries et les entreprises du secteur tertiaire. On les accompagne surtout, notre mission, c'est la transition zéro carbone. Hein, elle se maintient. Notamment, on va travailler sur optimiser l'usage des énergies, des ressources, verdir les énergies, et nous travaillons de plus en plus sur réinventer les environnements de vie et de travail. Donc aujourd'hui, nous sommes en France 50 000 collaborateurs et c'est un chiffre d'affaires aux alentours de 10 milliards. Prediti, dans tout ça, c'est d'abord un outil qui a été déployé sur ce qu'on appelle les chaufferies, donc la production d'énergie thermique. Et on est dans le concept de l'hypervision. Donc l'hypervision, la capacité à monitorer une activité à travers un grand nombre de paramètres. Alors, Prediti, concrètement, ça se matérialise par, il y a 36 salles qui sont déployées sur le territoire national. Nous avons 20 000 installations qui sont connectées, c'est 50 000 objets connectés déployés sur le territoire, et nous collectons environ 80 millions de données par jour aujourd'hui que nous traitons. Donc, Prediti, pour expliquer son concept vraiment, je pourrais dire que c'est le traitement court, dans un cycle court, d'une donnée. Alors, pourquoi? Parce que nous récupérons une donnée qui peut être une donnée de température, une donnée de fonctionnement d'une chaufferie. Elle arrive dans notre salle et là, nous avons des équipes qui sont les équipes de pilotage de la salle Prediti qui vont recevoir la donnée, l'analyser, la discuter avec des opérationnels et dans un cycle court, donc quotidien, va prendre une décision qui va revenir vers le terrain. Voilà, c'est ça qui est important. Une donnée qui est digitalisée, qui revient vers le terrain. Voilà. Grâce à Prediti, nous avons mis en place un certain nombre de nouveaux services et qui nous ont bien servi dans la gestion de la crise actuelle. Alors, notamment, on va parler des visites à distance, donc une capacité à continuer à monitorer et à vérifier que les installations de nos clients continuent à fonctionner en bon état de fonctionnement sans aller sur place. Ça, c'est important sur deux aspects. Un, en effet, c'est la continuité de service. On assure nos clients et chez nos clients, nous avons notamment des EHPAD, des hôpitaux. Alors, ça va du logement social aussi, hein, ce qui est devenu plus important pour les gens confinés. Et puis, en effet, sur des bâtiments beaucoup plus critiques, hein, comme les EHPAD et les hôpitaux. Donc, nous avons pu continuer à assurer que ils allaient continuer à avoir de l'eau chaude, ça semble important, et du chauffage pendant cette période de confinement. Mais aussi, ça nous a permis à nos techniciens de les maintenir aussi en activité sans les mettre en exposition inutile. Voilà. Donc, aujourd'hui, cette plateforme Prediti
qui finalement au départ n'était pas construite pour gérer une crise, s'est avérée très utile, très agile, très flexible en tout cas, pour mettre en place ces dispositions et même les massifier, puisque nous avions déjà commencé à le faire. Le phénomène qui nous est arrivé durant le confinement, c'est une massification de l'utilisation de cette plateforme. Un coup d'accélérateur. Un vrai coup d'accélérateur, hein, quelques notions de chiffres. En un mois de confinement, on a fait l'équivalent de 3 mois de fonctionnement normal en termes de visites à distance ou de e-visites telles qu'on les nomme. Sachant que chaque visite à distance, c'est aussi un lien vers le client, puisque chaque visite donne lieu à un rapport assez détaillé en disant, avec des petits mots des techniciens, d'ailleurs c'est très personnalisé, sur le fait que oui, ne vous inquiétez pas, nous sommes là et surtout votre installation fonctionne. J'imagine qu'on peut aussi faire une analogie avec ce qu'on a dit au début de nos entretiens, c'est-à-dire qu'il y a des types d'utilisation que vous n'avez pas prévus initialement et que vous n'aviez pas envisagé, et pourtant, grâce à la crise qui montre la robustesse de votre solution, vous allez pouvoir peut-être le développer sur d'autres strates auxquelles vous n'avez pas du tout pensé initialement. Alors, en effet, c'est en 2 temps. Il y a la première strate qui, on va parler d'assets. Aujourd'hui, Predictis, c'était d'abord les chaufferies. Aujourd'hui, bien évidemment, on étend ça à d'autres types d'assets, notamment, on regarde pour tout ce qui est climatisation, qui dans cette période est bien évidemment très importante. Mais ensuite, très rapidement, nous nous sommes dit, bon, il y a le confinement, puis il y a l'après-confinement. Là, le 11 mai notamment, nos clients vont revenir dans leurs locaux. Comment peut-on faire pour les accompagner? Et donc, nous avons commencé à réfléchir, c'était très vite, en quelques, j'allais dire semaines, mais on va compter ça en jours, monter un accompagnement. Alors, je vais donner des exemples très concrets. On appelle ça l'accompagnement bâtiment sain. Mais première chose auquel on pense, nos clients vont avoir besoin de petits tours de distribution de gel hydroalcoolique, sans contact, autant que possible. Et donc, nous avons pu mettre ça en place. Et avec le constructeur, nous allons équiper cette petite tour de capteurs d'objets connectés qui vont pouvoir nous dire « Attention, ce distributeur ne va bientôt plus avoir de gel ». Et donc derrière, ce qui va nous permettre d'assurer à notre client qu'il aura 100% de disponibilité de gel à tous ses points de distribution. Donc, il y a un certain nombre, donc ça c'est un exemple, et il y en a un certain nombre d'autres que l'on a en tête. L'avantage de Predicti, pourquoi est-ce que nous pouvons faire ça? C'est que Predicti, finalement, c'est un écosystème digital, hein, il regroupe un grand nombre d'outils, et que cet écosystème qui est déjà industrialisé et très agile va nous permettre de réintégrer ces services très facilement et de les industrialiser en quelques jours finalement. Voilà, il y aura pas de… Il peut y avoir l'émanation d'un besoin client et vous êtes en capacité de lui répondre vite. Tout à fait. Le besoin, par exemple, le besoin client, s'il s'exprime aussi par une réponse du digital, le digital n'est pas la réponse à tout, mais on est clairement une bonne partie, nous serons en capacité d'y répondre rapidement et d'industrialiser, oh, c'est un mot qui est dur à dire, d'industrialiser une solution très rapidement. Voilà, en effet. Donc, le futur pour Predictivision, c'est partir tous azimuts, être plus agile pour les clients ou se focaliser d'abord sur la mise, ce que vous avez nommé bâtiment sain? Alors, c'est continuer ce qui avait été débuté déjà sous Predicti, qui est la gestion des équipements et de nos assets pour nos clients. Ça, je pense que c'est nécessaire. La première vision de Predicti, c'était aussi un impact carbone, puisqu'on voulait réduire le déplacement de nos techniciens. On parle de 15 000 techniciens aujourd'hui impactés, et demain beaucoup plus. Et donc ça va continuer. La partie Covid, en effet, a apporté un nouvel angle à Predictivision, qui est la gestion d'une crise, mais aussi, et je pense qu'on va aller vers ça, c'est la prise de conscience qu'un bâtiment, alors, on ne va pas doit vous rendre en meilleure santé, mais au moins un bâtiment ne doit pas altérer votre santé. Et en ça, la plateforme Predictivision aura toute sa place, en effet. On va parler de la gestion d'une distanciation,
par exemple à l'entrée d'un bâtiment. On va parler de la gestion d'une répartition non open space, la gestion des sanitaires, etc. etc. On voit bien qu'il y a un nombre de cas dans lesquels une plateforme comme Predictive Vision pourra apporter une valeur ajoutée. Merci beaucoup, Yann Marvin. Je me tourne à présent vers Youssef Tahani. Je rappelle que vous êtes le directeur des infrastructures informatiques du groupe Engie. Finalement, ces dernières semaines, c'était plutôt calme pour vous? On peut le dire, oui, effectivement. De quelle façon non, je vous taquine évidemment. De quelle façon la pandémie a-t-elle mis en exergue finalement l'élasticité de la solution cloud que Engie avait mis en place? Là encore, alors, évidemment. oui, ce que je voulais, ce par quoi je voulais commencer, c'est effectivement d'élargir un petit peu le champ, en tout cas, de ce Oui, sur quoi nous. vous allez nous dire qu'on est franco-français alors que vous raisonnez global. En fait, bon, il ne vous a pas échappé que Engie est une multinationale, en fait, qui est un grand groupe avec 170 000 employés présents dans près de 70 pays. Dans la grande majorité de ces pays, des mesures de confinement plus ou moins strictes ont été mises en œuvre, bien sûr. Et donc, pour nous, il était primordial, et d'ailleurs très rapidement, parce que tout cela s'est décidé relativement rapidement, il était primordial de nous assurer que nos infrastructures, que nos solutions allaient permettre déjà à tous ceux qui doivent télétravailler de le faire dans de bonnes conditions et sans limite de capacité. Ça, c'est très important. Vous savez, nous sommes, comme je vous le disais, un grand groupe global avec 24 business units répartis sur les 5 continents géographiquement. Donc, dans les réunions hebdomadaires des DSI, parce que nous avons une réunion tous les mardis avec les DSI de nos 24 business units, nous suivons un certain nombre d'indicateurs pour monitorer globalement l'activité et surtout la bonne tenue de nos solutions et de nos infrastructures. Alors, depuis le début du confinement, en Italie, mais surtout ensuite en France, en Belgique, dans tous les autres pays européens où nous sommes présents, mais un peu partout d'ailleurs dans le monde, nous avons observé un boom dans l'utilisation des outils typiques du télétravail. Je donne juste un exemple. Par exemple, les réunions à distance. Nous avions construit déjà une solution de collaboration en partenariat avec Microsoft. Nous utilisons la solution Teams de Microsoft. Nous avons constaté que les réunions à distance passaient d'un rythme où on avait à peu près 6 000 utilisateurs par jour qui l'utilisaient dans un rythme régulier. C'était plutôt les mesures du début d'année, hein, janvier, février, début février. Nous sommes passés à près de 40 000 utilisateurs par jour de la solution pour tous les collègues qui veulent rester en contact avec leurs autres collègues. La plupart du temps dans des réunions du travail, bien sûr. Nous avons aussi quelques manifestations de ce qu'on appelle les Teams Café, où les gens veulent garder le contact avec leurs collègues comme s'ils étaient au bureau. Et le nombre de réunions via Teams a plus que quintuplé en l'espace de moins de 2 semaines à partir de la deuxième semaine de mars, quand on a commencé véritablement à voir s'accélérer ce mouvement. Voilà, donc effectivement, alors on peut dire qu'on était tranquille pendant cette période-là. On était surtout hyper stressé Est-ce que ça va tenir? On peut se dire, est-ce que ça va tenir? Exactement, tout à fait. Mais parce que ce que nous suivions aussi, en fait, au-delà des réunions, parce que bon, les réunions, c'est l'une des manifestations qui montre un petit peu comment est-ce qu'on fait le travail, mais au-delà des réunions, nous suivons en fait véritablement le nombre de personnes qui se connectent à distance, qui se connectent de chez eux. Et là, nous avons, parce que nous avons là encore des solutions cloud de sécurité notamment qui nous permettent de mesurer cette activité. Là où nous étions sur un rythme récurrent d'environ 8 à 9 000 utilisateurs par jour qui se connectent de l'extérieur du réseau de l'entreprise, donc probablement de chez eux ou bien des sites clients la plupart du temps, nous sommes passés à un rythme d'environ 60 000 utilisateurs par jour qui se connectent de chez eux. Ce qui montre l'accélération, hein, c'est aller jusqu'à 6 fois plus l'utilisation ordinaire. Et c'est là où on voit, pour répondre à votre question initiale, tout l'intérêt de ces solutions cloud et leur promesse de l'élasticité qui permettent d'absorber la charge. Parce que comme l'ont dit d'autres intervenants avant moi, ces solutions, nous ne les avions pas mises en place pour cette crise, hein, bien évidemment, parce que personne ne pouvait la prédire. Mais
l'idée de l'élasticité était bien là, parce que pour nous, c'était plus pour gérer la variation de l'activité en fonction des saisons, en fonction des besoins des métiers, etc. Mais là, nous en voyons en fait tous les bénéfices. Est-ce que c'est parti pour durer, Youssef Tahani? Est-ce que c'est entré dans les mœurs maintenant, le télétravail? Alors, en fait, j'ai l'impression que oui, et j'ai l'impression qu'il va y avoir effectivement des suites au-delà de la crise actuelle, parce que nous avons beaucoup de témoignages de nos différentes directions, parce que vous savez, nous travaillons beaucoup aussi avec les directions plutôt de back-office, donc les directions des achats, la direction financière. Tous nous disent presque leur étonnement de voir que finalement, ils peuvent travailler de chez eux presque comme s'ils étaient au bureau. Parce qu'ils n'imaginaient pas que ça allait réagir aussi rapidement et aussi efficacement. J'ai envie de dire à ce besoin de continuer à travailler ensemble, de continuer à collaborer. Après, ça peut sembler logique sur le compta, processus achat, les métiers de back-office et les fonctions support. Par exemple. Tout à fait, mais au-delà de ça, nous avons un certain nombre, alors je n'ai pas donné d'autres chiffres, nous avons à peu près 70 000 smartphones, dont beaucoup des smartphones de techniciens de terrain, qui sont gérés aussi par ces plateformes sur lesquelles nous apportons du support à des équipes de terrain. Yann Marvin a parlé d'environ 15 000 techniciens sur NJ Solutions en France, mais en fait, nous avons les mêmes types de métiers, de services et d'NJ Solutions un peu partout, en Grande-Bretagne, en Belgique, bien sûr, en Italie, aux États-Unis, etc. Là aussi, il y a du support qui est apporté, mais là, c'est du support qui est apporté à des populations qui, par nature, étaient déjà sur le terrain, ou en tout cas étaient déjà à distance. Ici, on parle effectivement des populations de bureaux et qui constatent effectivement que ça marche bien. Il y a même quelques petites anecdotes qui nous sont rapportées par certains témoignages de certains directeurs. Il y a eu notamment le directeur des J-Solutions, mais il y avait d'autres directeurs de la direction financière qui nous disaient qu'ils avaient des échos de certains de leurs pairs dans d'autres grands groupes où ça se passait moins bien. Il y a certains grands groupes qui, manifestement, ont dû procéder à une sorte de rationnement de l'utilisation des accès distants, là où nous, de notre côté, nous avons pu absorber, j'ai envie de dire, cette charge. Alors, sur la question… Oui, pardon. Non, je vous en prie, allez-y. Oui, pardon, sur la question au-delà de cette crise, effectivement, j'ai entendu dans un webcast live qui était donné par Pierre Dehénin, qui est le directeur général adjoint du groupe en charge des ressources humaines, qui disait que, vu effectivement la performance de ces solutions et de ces infrastructures, il est fort probable que ça nous donne des idées sur l'organisation du travail par la suite. Parce qu'effectivement, nous avons un certain nombre de filiales qui pratiquent déjà le télétravail, 1-2 jours par semaine, mais il y en a beaucoup d'autres qui ne le font pas. Et il est clair qu'au vu de l'expérience que nous vivons actuellement, il va y avoir quelques modifications dans l'organisation du travail. On verra comment ça va se traduire dans la réalité, mais clairement, nous nous y préparons. Et nous pensons que c'est quelque chose qui va avoir des conséquences et des suites sur l'organisation et sur la façon. Il n'y aura probablement pas de retour en arrière, donc c'est intéressant au niveau de votre groupe. Je pense qu'il peut y avoir aussi des ballons sondes, tester 1 jour ou 2 jours par semaine et voir comment ça se passe au niveau de la productivité. Mais ça, c'est le monde d'après qui nous le dira. Merci beaucoup. Absolument. Merci à tous les 4 d'avoir répondu à nos questions. C'est à présent vers vous que je me tourne et à qui je m'adresse, Eric Orsena. Vous avez, j'imagine, scrupuleusement tout noté dans votre carnet à spirale. Qu'est-ce que vous retenez de ce qui vient d'être dit? Alors là, c'est à l'académicien que je m'adresse. On vous écoute. Oui, parce que chez nous, à l'Académie, il y a beaucoup de geeks, comme vous savez. Et je suis à la ramasse par rapport à notre centenaire, par rapport à René de Obadia. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'au fond, d'abord, la crise sanitaire a été précédée par une crise sociale, avec la révolte contre la réforme des retraites et les gilets jaunes. Donc, ça s'est enchaîné. Et qu'à la suite de cette crise sanitaire, il y aura une crise économique et sans doute une crise sociale. Donc, au fond, c'est une sorte de continuité de crise parce qu'on est dans une continuité de métamorphose. Je note aussi que ça fait un bout de temps que nous nous sommes réveillés, puisque moi, je participe aux réveils digitaux de la société organisée par Engie depuis un bout de temps.
Donc, ce n'est pas la découverte de quelque chose, et je vois quelques-uns avec qui nous avons déjà parlé sur ces questions. Alors moi, j'ai 4 remarques. La première remarque, c'est sur la modernité. Parce qu'il y a toute une tendance en ce moment qui dit « Ah, c'est une catastrophe, c'est une épouvante, c'est le monde moderne, etc. etc. » Alors, c'est vrai que avec ces liens accrus, il y a des fragilités qui se sont exacerbées, c'est vrai, mais les solutions en même temps. Et tout ce dont nous avons entendu parler en ce moment, c'est des solutions qui n'auraient pas pu être possibles dans le monde d'avant. Donc, arrêtons de dire que le monde d'avant était porteur que de l'épouvante. Quand j'entends parler du jumeau numérique, je suis absolument passionné par ces questions de jumeaux numériques, parce que j'ai beaucoup travaillé sur les villes. Et donc, ce qui se passe avec le jumeau numérique, c'est la possibilité. De la même manière qu'en santé, plus que les traitements, c'est pouvoir visualiser l'intérieur du corps qui permet de progresser énormément dans le monde du soin. Et donc, l'imagerie est absolument clé. Donc, ces éléments-là sont absolument essentiels. Et je dois vous dire qu'en tant qu'ambassadeur de Pasteur, je ris jaune parce que avant cette crise sanitaire, je recevais quasiment tous les 2 jours des insultes, voire des menaces, parce que je soutenais le principe des vaccins. Et maintenant, peut-être des mêmes, je reçois les mêmes menaces et les mêmes insultes en disant « Que fait Pasteur? Il traîne, on veut un vaccin. » Donc, il ne faut pas se foutre du monde avec l'articulation en disant « C'était mieux avant. » Avant aussi, il y avait des pandémies, des épidémies. Première remarque. Deuxième remarque, le temps. Ça m'a énormément passionné de ce que j'ai entendu dire. Parce que j'ai entendu, et peut-être chez Engie, mais dans d'autres entreprises aussi, des gens qui disaient « Mais qu'est-ce que ça veut dire d'investir dans le numérique ? Il y a tellement d'autres domaines plus urgents. Pourquoi tant d'argent alors que finalement, on n'en a pas l'utilité immédiate ?» L'investissement, toujours le court terme, toujours les contrôleurs de gestion qui disent « Il faut économiser ». Mais moi, je préfère dans une entreprise des gens avec plus d'idées et avec moins de contrôleurs de gestion qui savent que raboter. Donc, cette question-là est clé, c'est-à-dire le temps, c'est ça. Le temps, ça veut dire investir et arrêter de sacrifier sans arrêt le court terme au long terme. Et ça, c'est une question clé, d'autant plus que on est là dans l'urgence. Donc, il y a une sorte de célébration de cette urgence, c'est-à-dire apporter des solutions liées à ça. Il y a 2 remarques. La première remarque, c'est si vous n'êtes pas préparé, vous n'aurez jamais de chance. Pasteur disait la chance sourit aux esprits préparés. Et il se trouve que ceux qui s'occupaient du numérique avaient l'esprit préparé. Deuxième ligne, très frappante dans la science, qu'on appelle la sérédentipité, c'est-à-dire qu'on cherche quelque chose et c'est quelque chose d'autre qu'on trouve. On l'a vu par exemple avec la pénicilline. Donc ça, c'est les mécanismes de temps, c'est-à-dire une sorte de mobilisation. Troisième remarque, la remarque de l'espace. Parce que le numérique, ça correspond à des géographies et c'est pas abstrait. Et moi, je fais très attention à ces questions d'espace parce que les questions d'espace, c'est les lieux où vivent les gens, où ils se retrouvent. Ils se retrouvent d'autant plus qu'ils sont un peu perdus dans ce monde virtuel. Et moi, je suis absolument d'accord avec Gwenaël et avec les gens de Cyrandel, c'est-à-dire que l'espace, quelle est la bonne échelle? Quelle est la bonne échelle de la solidarité? Alors moi, je travaille avec les gens de la région, notamment avec les gens de la Bretagne, mais aussi avec l'Île-de-France. Et regardez un peu ça, c'est de cet appel. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant et un peu étonnant et un peu dérangeant, c'est que on a parlé énormément. Ces allers-retours sont très intéressants parce que il y a eu les municipales. Immédiatement après, il y a eu la crise et on voit la montée en puissance des régions. Et puis, on a une échelle inférieure qui est l'échelle des maires pour mettre en place le déconfinement. Donc, ce jeu sans arrêt, très sain, entre pas seulement l'État, mais les régions, et puis les villes,
et puis on y revient. Et comment ça s'articule? C'est-à-dire mettre de la liberté dans le système. Et on voit bien avec les agences régionales de santé qui, au fond, n'avaient de régional que le titre, alors qu'elles étaient dominées par une volonté tout à fait jacobine. Donc ces questions, moi, institutionnelles, en tant qu'ancien conseiller d'État, me passionnent. Et comme je travaille beaucoup avec les maires, vous voyez, cette question-là de l'espace est absolument clé. Comment est-ce qu'on bâtit le vivre ensemble? On ne le bâtit pas de façon abstraite, mais dans un espace particulier. Dernier point. Dans les réveils digitaux que nous avons organisés, il y a toujours l'articulation des transitions. Et on voit bien qu'il y a toutes les transitions, par exemple la transition urbaine, par exemple la transition même agricole, la transition de la mobilité, il y a toujours du numérique. Donc dans le cocktail, il y a toujours du numérique. Donc l'articulation est toujours avec le numérique. Donc cette articulation, moi, me passionne, c'est au fond comment vivre ensemble, mais un peu mentalement, c'est-à-dire une sorte d'interdisciplinarité active. Dernier point, en conclusion, moi, ce qui me passionne, et je suis joyeux intellectuellement de vivre ça, même si c'est ô combien inconfortable, et pour d'autres, 1000 fois plus que pour moi, c'est que des questions absolument clés sont remises en cause. C'est la question du service public. Qu'est-ce qu'un service public? Gwenaëlle l'a très bien dit. Qu'est-ce qu'un service public? Et je le vois, moi, en tant qu'ambassadeur de Pasteur, dans les questions de santé, ma fille est infirmière Covid, je vois très bien ce que c'est la crise de l'hôpital. Qu'est-ce qu'un service public? Qu'est-ce qu'un service public de mobilité? Et qu'est-ce que le travail? Merci Eric Orsena. Alors pour aller plus loin, je reçois une question d'un internaute. Là, je vais m'adresser à tous, et puis quelqu'un pourra s'en saisir. Pour aller dans ce sens un peu plus loin que le service public, c'est surtout, est-ce que le tout numérique, travail, accès aux outils, services, ne risque-t-il pas de renforcer des disparités selon l'accès, l'usage, l'acculturation numérique? Donc, alors, je voudrais dire ce point-là. Ce qui me frappe énormément, puisque je travaille depuis un petit bout de temps sur la relation entre l'ensemble des animaux, dont les êtres humains, puisque j'ai écrit un livre qui s'appelle Géopolitique des moustiques et je continue sur ces questions-là. Ce qui me frappe le plus simple, c'est qu'il y a une unité de la vie, puisque le plus infime chaînon de la vie, le virus, est en lien direct avec toutes les personnes les plus sophistiquées, unité de la vie et inégalité croissante des existences. C'est ça notre défi. Reconnaître l'unité de la vie et comment faire pour lutter contre l'inégalité croissante des existences. est-ce qu'on peut combler ces inégalités, y pallier d'une façon ou d'une autre? Eh ben, c'est ce qu'on appelle la politique. D'accord. Vous êtes raisonnablement optimiste. Alors, non, je suis social-démocrate, je sais que c'est démodé, mais je maintiens. Je reviens quand même à cette notion d'accès au tout numérique. C'est vrai qu'on dit c'est aux citoyens de s'en saisir, mais parfois il y a des disparités d'accès. Peut-être Gwenaëlle Costa-Levaillant, simplifier les plateformes pour que le citoyen puisse se les approprier, mettre en place. Il n'y a pas que le citoyen, il y a le salarié, il y a tout le monde. Et en fait, cette crise, elle permet en fait de mettre tout un ensemble de gens en mouvement vers le numérique, d'en tirer la conclusion qu'on doit repenser en fait notre interaction. Le parti pris de la simplicité qu'on avait fait sur Île-de-France Smart Service, mais que d'autres ont fait sur leurs interactions avec leurs salariés. À mon avis, faire simple, c'est une obligation. Il n'y a pas de sens en fait à poursuivre le compliqué. Et c'est très compliqué de faire simple. Et plus on rendra simple les choses, plus 80-90% des gens pourront s'en saisir facilement et plus on aura de temps pour accompagner les 10-20 autres pourcents qui ont besoin en fait d'être accompagnés spécifiquement. Donc du coup, le numérique, on ne doit pas le prendre tel quel. On doit repenser en fait notre interaction générale, notre interaction de citoyens, de professionnels, de salariés, repenser les méthodes. Je ne suis pas une spécialiste, mais l'éducation, on le voit très clairement, doit vivre en fait une révolution pas en utilisant le numérique comme un moyen, mais comme un état de fait où on repense en fait la pédagogie. Ça, c'est à mon sens ce qu'on doit faire dans tous les compartiments de la vie. On doit le faire pour le numérique et pour la durabilité, et si possible les deux en même temps. Donc, on doit repenser les modèles. En repensant ces modèles, on dégage du temps pour accompagner ceux qui en ont le plus besoin, mais en partant du postulat que c'est ensemble qu'on doit le faire. Voilà une démocrate.
Voilà une démocrate. Vive Gwenaëlle. Merci à tous les 5 d'avoir participé à cet échange. Merci à vous, le public, de nous avoir suivis. On se retrouvera bien sûr avec plaisir pour d'autres sessions. Et d'ici là, c'est tradition de dire portez-vous bien. À bientôt. Merci. Merci. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.